On se retrouve pour cette deuxième partie. On a essayé d'envisager un petit peu ensemble pour commencer les contours du manque. Bon, ça reste quand même un travail un petit peu arbitraire, subjectif. On peut chacun avoir un peu des contours différents, peut-être. On va quand même essayer de rester sur le manque plutôt problématique et comment on peut essayer de le dépasser. Et le deuxième point pour cette deuxième session, c'est les manifestations du manque. Comment il se manifeste en nous. Alors j'avais pensé parler un petit peu, mais je pense qu'on va faire une petite méditation, parce que je pense qu'on peut l'observer assez souvent en nous, le manque. Alors, le bouddhisme ne dit absolument pas que le manque est quelque chose d'omniprésent dans l'esprit, pas du tout. Hein. Le contact et la sensation sont omniprésentes. On a toujours une conscience qui observe quelque chose et on a toujours une expérience teintée, plaisante, déplaisante ou neutre. Mais la saisie et la soif accompagnent absolument pas toutes nos consciences. Parce que d'ailleurs, la saisie et la soif sont principalement des consciences qu'on appelle des consciences fausses, qui tronquent la perception qu'on a de la réalité, ce qui n'est absolument pas le cas pour notre conscience. Vous qui m'entendez, vous avez des consciences qui sont justes, qui ne sont pas nécessairement fausses. Donc, ça occupe des moments de notre esprit, ce manque, ou cette saisie, ou cette soif, ou cette avidité, mais il ne faut pas penser que c'est là tout le temps. Ok, donc on va prendre une position confortable, on va se souvenir que ce contact fait que notre conscience accompagne ce contact accompagne toutes nos consciences. Tous nos moments de cognition sont conscients de quelque chose. Vous m'entendez, vous sentez le contact de vos fesses sur le coussin ou sur la chaise. Et même quand vous êtes un petit peu distrait, votre conscience va se souvenir de quelque chose, elle va formuler un souhait, un jugement. On peut commencer déjà par percevoir que moment par moment, notre conscience est toujours en train de prendre quelque chose comme objet. Alors pour ne pas totalement dériver dans cette méditation, on va créer une ancre, et l'encre c'est le souffle, donc une majeure partie de notre esprit va être de se maintenir à cette encre du souffle. Et à l'intérieur de ça, on va pouvoir essayer d'observer que, oui, si notre conscience, elle est portée sur le souffle, alors elle contacte le souffle à ce moment-là. Si on vient de partir dans une distraction, on peut se dire, voilà, mon esprit a contacté une pensée, une projection, un souvenir, un avis, une image mentale. Et de voir à quel point ça accompagne tous nos moments conscients.
Et en lien avec ce contact, qui sans arrêt nous fait poser notre attention sur quelque chose, sans arrêt, il y a une manière de connaître cette chose, une manière de s'engager avec cette chose sur laquelle on pose notre esprit, si c'est le souffle, si c'est une pensée. On est toujours en train de la connaître avec une certaine forme d'expérience. Peut-être est-ce que c'est plaisant, peut-être que c'est déplaisant, avec des variations à l'intérieur du plaisant. Ça peut être très déplaisant, ça peut être un petit peu déplaisant, ça peut être très plaisant. Donc à mesure qu'on médite sur le souffle et qu'on observe l'activité de l'esprit, quand on est même distrait et qu'on revient au souffle, on peut essayer de percevoir les qualités de ces expériences et se dire à soi, voilà, ben ça c'est plaisant. Quand je suis en train de relâcher les muscles de mes épaules, par exemple, je sens une sensation plaisante. Quand je sens ma respiration un petit peu tendue, alors ben, peut-être qu'à ce moment-là, c'est pas très plaisant. Quand je pense que la méditation est soit trop courte, soit trop longue, peut-être que c'est déplaisant aussi. Quand j'essaie d'ouvrir les yeux parce que j'ai tendance à m'endormir et que je dois maintenir mon attention, ben, ouvrir les yeux, c'est peut-être aussi déplaisant. Observez juste le contenu de nos expériences. Et c'est tout à fait normal si ben, on en loupe plein de ces moments, parce que ces sensations, ces expériences, elles sont renouvelées sans cesse dans notre esprit. Bon, on en choisit simplement quelques-unes, peut-être les plus signifiantes. Bah oui, là, il y a vraiment un truc plaisant, il y a vraiment un truc déplaisant. Puis on pose une petite note mentale en disant « Ah, ça c'est plaisant, plutôt déplaisant. » Mais c'est pas de vouloir tout nommer, tout reconnaître.
On a donc le contact, la sensation, et on pourrait penser que toute réaction à ces sensations, à ces qualités d'expérience, c'est nécessairement problématique. Eh bien, pas du tout. Parce qu'on peut avoir une sensation plaisante qui nous fait penser, voilà, j'espère que, par exemple, mes parents... J'espère que mes parents sont en forme aujourd'hui. Ça peut être une distraction si c'est dans le contexte d'une méditation sur le calme mental, par exemple, mais on réagit beaucoup en fonction de nos sensations et ce n'est pas le problème. Parce qu'on peut avoir des choses positives qui naissent en dépendance d'une sensation plaisante. Par exemple, j'ai cette sensation plaisante de l'image de mes parents qui me conduit à vouloir que mes parents soient heureux, par exemple. Et il n'y a rien de problématique à avoir des sensations plaisantes et à vouloir que ces sensations plaisantes demeurent en nous. Pour que ça justifie une forme de réaction problématique, il faut qu'il y ait une forme de perturbation mentale, perturbation de la paix mentale, quelque chose qui soit à la fois impérieux et une réaction étriquée un petit peu dans notre esprit de vouloir à tout prix quelque chose qui nous fait quitter la paix mentale. Donc on peut essayer d'observer le rapport qu'on entretient avec ces sensations qu'on a, si elles sont plaisantes, pour essayer de faire la différence et ne pas penser que chaque réaction à nos sensations est nécessairement problématique. Parce que quand on parle du manque dans le bouddhisme, je pense qu'on parle particulièrement de quelque chose qui perturbe la paix mentale, qui est impérieux et qui nécessite une forme d'exagération. Et parce que la chose est complètement exagérée, cette sensation plaisante que je ressens, je l'exagère complètement dans mon esprit, alors elle devient très impérieuse. Il faut absolument que je la fasse se poursuivre. Il y a un mouvement où je perds un peu de concentration. Toutes les perturbations mentales ont le même mode opératoire. Mais de vouloir moi-même être plus heureux, de vouloir perpétuer en moi une sensation plaisante, ou calmer ma concentration, ou calmer ma respiration, quand elle est plaisante, j'en veux un peu plus, c'est pas nécessairement un problème. Ça ne nécessite pas nécessairement que dans notre esprit, il y ait une forme d'avidité. Ça, c'est super important dans cette méditation, de ne pas penser que le manque occupe toutes les réactions qu'on peut avoir en lien avec nos expériences. Donc, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est d'observer ces sensations, essayez de percevoir la réaction que vous avez à ces sensations. Quelque chose de désagréable, est-ce que ça vient perturber votre esprit? Est-ce que vous pouvez le définir comme une perturbation, comme quelque chose qui brise en vous une forme d'équilibre sur le moment? Parce que je pense que c'est une distinction importante à faire pour observer les manifestations du manque et les différencier des manifestations de quelque chose qui est simplement le rapport qu'on entretient naturellement avec nos sensations, nos expériences.
il est aussi important dans l'esprit de savoir reconnaître l'absence de ce manque que sa présence. Aussi équilibrant dans l'esprit de savoir reconnaître quand notre esprit n'a absolument aucun manque, que lorsque l'esprit l'exprime, ce manque, de manière totalement impermanente, très ponctuelle. On peut avoir une sensation plaisante, suivie de ce besoin impérieux, ah oui tiens, il faut que je fasse quelque chose. On a ce besoin de faire quelque chose similaire à une action passée, par exemple. C'est une impulsion de l'esprit qui dépend de la sensation qu'on a eue juste avant. Ça, on peut juste l'observer et se dire, si c'est impérieux, si c'est vraiment perturbant, on peut dire que peut-être il y a la présence d'une réaction, d'une émotion perturbatrice qu'on appelle parfois des émotions réactives qui réagissent violemment, parfois moins violemment, mais en tout cas toujours avec une forme de force, quelque chose qui nous fait sortir de notre état d'équilibre. Et reconnaître que parfois on a juste une réaction qui est très saine, qui ne nécessite pas qu'on perde notre concentration, qu'on perde la stabilité mentale. Et là, se dire que la réaction qu'on a, c'est pas une forme de manque, c'est pas une forme de saisie. Et calmement, on va pouvoir mettre fin à cette méditation. C'est quelque chose sur lequel on va revenir parce que c'est pas facile. Il y a des choses qu'il faut identifier, des choses sur lesquelles on va faire un peu de lumière. On va essayer d'y revenir dans cette journée. La perspective bouddhiste estimerait, je pense, que le manque occupe pas mal de notre temps mental, mais plutôt que de le prendre de manière abstraite, savoir l'identifier dans notre expérience et savoir reconnaître les moments où il n'est pas là aussi. Je pense que c'est important. On a vu hier dans le mal-être qu'une étape, parfois la guérison, c'est la diffusion, c'est de savoir que on n'est pas un être que de manque, qui n'exprime que ce manque sans arrêt. Et le meilleur moyen la meilleure vérification qu'on puisse faire, c'est de reconnaître notre esprit et de reconnaître le manque total, de reconnaître l'absence de manque, et le faire avec une clarté mentale qui va nous faire dire il peut y avoir un moi sans manque. Et ça, c'est une étape de la diffusion entre nous qui nous rend donc complètement fusionnés avec le manque. Parce que ce que présenterait le bouddhisme comme étant un des facteurs aggravants du manque, c'est l'identification qu'on a avec le manque aussi. Se dire, moi, je suis un être qui manque, j'ai ce manque, je suis manque. Et ça, c'est une forme de perpétuation, parce que c'est une vue erronée, parce que le manque, on ne l'est pas, on le possède, il vient et il part. Et reconnaître un être qui est libre de ce manque, reconnaître avec une concentration qui est à la fois stable et claire, que à l'intérieur de moi, j'observe des moments où il ne me manque rien. Et je le reconnais avec une clarté mentale, au même titre que si je reconnaissais l'absence de lapin dans cette pièce, par exemple. Je vois qu'il n'y a pas de lapin.
je le vérifie, et à l'intérieur de moi, j'ai un observatoire mental qui est suffisamment rigoureux, à la fois parce qu'il est clair et qu'il est stable, pour regarder en disant, ah non, il n'y a pas de manque. Donc s'il n'y a pas de manque, il y a un être moi qui manque de rien finalement, à ce moment-là. Donc on peut se dire, ben là, soit le manque il est moi, soit il est quelque chose qui vient. Mais je vais laisser la parole à mes amis. Je crois que quelqu'un est arrivé, j'ai entendu une porte... Oui, j'ai entendu quelqu'un. Sinon, on peut peut-être... Ah, c'est Clément, salut Clément. Ah, t'es bien, super. Alors, qui veut? Je vais commencer. Tu vas commencer? Ouais. Allez. Je vais commencer juste pour... je vais reprendre le cas de figure où le manque est insupportable. Donc ce que j'avais expliqué dans la première partie, quand au niveau de la structuration interne, il y a quelque chose qui dysfonctionne et que la personne est obligée d'aller à l'extérieur, trouver un objet pour rétablir la stabilité. Je vais juste vous parler des toutes petites vignettes cliniques. Quand je travaillais en institution, il y avait une patiente, en fait, il fallait qu'elle m'appelle tous les jours. Mais c'était un appel extrêmement bref. Elle me disait « Bonjour Eric, ça va ?» Elle s'appelait Yasmina. « C'est Yasmina. Tu vas bien ?» Alors, je répondais « Ouais Yasmina, je vais bien. »« Ah ok, super. » Et elle raccrochait. Mais pour elle, c'était absolument nécessaire. C'était comme ce coup de fil, c'était comme une agrafe qui lui permettait en fait comment dire, que les éléments de son psychisme ne partent pas dans tous les sens. Donc il y avait ce coup de fil extrêmement bref qui permettait de se réunir. Et quand j'étais en congé, c'était une catastrophe pour elle, parce qu'il n'y avait pas cette possibilité de me parler, d'entendre ma voix, et parce qu'elle me posait la question, en fait, elle me disait « Est-ce que tu vas bien ?» Et je répondais « Oui ». Et le fait que moi je lui dise « Je vais bien », ça lui permettait d'aller un peu mieux. Et pour elle, c'était capital. Et alors, il a fallu que je désigne en fait un collègue qui me remplace quand j'étais en congé. Mais quand on était en congé tous les deux en même temps, je veux dire, voilà. Et pour elle, c'était extrêmement compliqué s'il n'y avait pas ce coup de fil quotidien. Le week-end, pour elle, c'était extrêmement anxiogène et très difficile à vivre. À tel point que j'ai accepté, quand vraiment elle allait mal, qu'elle me passe son coup de téléphone le samedi et le dimanche. J'ai accepté ça, ça me paraissait important. Bon, voilà. Ensuite, j'ai eu un patient qui, alors lui, c'était après le dîner. Tout d'un coup, il y avait un moment d'angoisse épouvantable, c'est-à-dire que le vide qu'il ressentait l'aspirait. Et il se disait, mais je ne peux pas rester tout seul chez moi, là, je vais mourir. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il descendait dans la rue, et le premier venu, il disait, est-ce que vous pouvez venir chez moi? Avec tous les dangers que ça peut comporter. Ouais. Et donc, il s'est retrouvé dans des situations, évidemment, il y a des gens qui ont profité de lui, quoi, pour il dit, ah ouais, je vais venir chez toi, ok, super, on va regarder la télévision ensemble, et puis il y avait des objets qui disparaissaient, il y avait le portefeuille qui était vidé, enfin bon, ça a été extrêmement compliqué. Et oui, alors je pense aussi une personne qui, il fallait qu'elle soit amoureuse en permanence. C'était un homme, donc amoureux en permanence, mais il y avait des conditions, il fallait que la femme dont il tombait amoureux soit impossible, c'est-à-dire qu'elle soit géographiquement loin, soit mariée, enfin voilà. L'amour impossible. L'amour impossible, il fallait qu'il soit dans cet état amoureux, parce que dès que l'intensité de l'état amoureux commençait à chuter, lui aussi il était aspiré dans un vide épouvantable. J'ai une autre petite vignette. Est-ce que je peux te juste... Oui, dis-moi. Donc là pour toi le manque c'était à la fois... C'est un manque insupportable. Un manque insupportable, de l'expérience insupportable. Le ressenti intérieur. Et à la fois aussi de l'élan de le combler avec l'action de soit t'appeler, soit... Voilà. Si tu veux,
quand le manque devient un vide insupportable à vivre et quand la personne est, en fait, il y a quelque chose de plus fort qu'elle qui la pousse à essayer de trouver une solution par un objet externe. Donc, que ce soit l'état amoureux, que ce soit la personne trouvée dans la rue, que ce soit moi à travers le coup de fil, ça vient combler ce vide, mais c'est extrêmement éphémère, puisqu'il faut que ça se répète. Donc en fait, on voit que la solution, elle ne tient pas. Sauf que la personne est dans cette compulsion à aller vers l'extérieur et essayer de trouver un objet qui pacifie un peu tu parlais de calme mental, mais là c'est quand le calme mental il a complètement disparu et que les outils, les moyens intérieurs n'existent pas. Donc il faut en passer par l'extérieur. Et c'est terrible. Voilà. Et dernière petite vignette, il y avait une personne qui allait jouer au poker. Alors il fallait tous les soirs il y avait une partie de poker, et s'il n'y avait pas la partie de poker, il perdait généralement le peu de sous qu'il avait, il était hyper angoissé. Les soirées sans poker, c'était insupportable. Donc là aussi, nécessité d'aller jouer pour trouver une forme de pacification. Le mot, c'est même pas ça, c'est quelque chose qui un répit. Un répit, merci. Voilà, un répit extrêmement fragile, mais quand même, un peu de répit. Mais voilà, dans cette dépendance absolue à l'objet extérieur. Voilà, donc, je vais passer. Juste une question. Dans la présentation que tu fais du manque, tu emploies les objets extérieurs. Il ne peut pas y avoir une dépendance, enfin une création d'un manque en lien avec quelque chose d'intérieur. C'est-à-dire, c'est précisé. Une forme de pensée, une forme de rêverie, de manque, par exemple, de mes propres expériences, je ne supporte pas l'inconfort à l'intérieur et il me manque le plaisir, il me manque le bonheur aussi. Est-ce que c'est pas aussi un objet de manque intérieur? Si, mais là je te parle de forme extrême. D'accord. De manifestation. Voilà. D'accord. C'est quand vraiment ça devient insupportable. Mais après, effectivement, ce que je disais, je ne sais pas si j'ai été clair, mais toutes les expériences de satisfaction qu'on peut avoir dans notre vie, elles laissent des empreintes. Et en fait, elles laissent des empreintes. Il y a des traces psychiques de l'expérience de satisfaction et on essaye de les reproduire. Sauf que ce qu'on vit une fois, on ne peut pas le reproduire à l'identique. Mais il y a ce mouvement de retrouver en fait la satisfaction ressentie et vécue, et ça aussi, ça nous propulse vers la répétition. Donc il y a aussi un mécanisme de répétition qui est plus fort que nous, dans lequel on est embarqué, et qui peut être très compliqué. Parce qu'il y a des degrés aussi d'intensité, d'insupportabilité du manque. Mais je rappelle toujours l'objectif, c'est que le manque peut être extrêmement positif, et une fois qu'on a réussi à pacifier tout ce que nous sommes et cette relation au manque, c'est-à-dire que le manque devient une ouverture avec un potentiel immense, et une forme d'énergie désirante qui nous fait accomplir des choses magnifiques, avec une possibilité de sublimation. Et là, c'est le manque dans sa dimension complètement positive. Ouais. C'est comme un ressort, comme un tremplin qui nous propulse vers des buts qui peuvent être... qui fait se mouvoir en nous des choses importantes. Mais ça, on y reviendra sur la dernière partie, parce que je pense que c'est très commun avec la présentation. Que l'aspiration aussi, c'est quelque chose qu'on ne possède pas, mais c'est le mouvement d'aller vers quelque chose. Dans le bouddhisme, c'est le développement des plus grands types de conscience dans le bouddhisme sont toutes des formes d'aspiration. On pourrait dire que c'est toutes des formes de manque, en fait. C'est du désir. Puisse-je atteindre la bouddhéité pour le bien de tous les êtres, c'est quelque chose qu'on ne possède pas maintenant. Donc voilà, c'est ça qui est fabuleux. Et ça, c'est la dimension complètement positive du manque. Avec ce désir d'aller vers. Totalement. Le mouvement reste le même. Mais oui, le mouvement reste le même. Et c'est marrant parce que j'avais posé la question, mais à ce moment-là, on ne peut plus appeler ça du manque. On ne peut plus mettre le mot manque sur ce que tu décrivais. C'est pas le même manque, c'est une autre catégorie. C'est le manque perçu différemment, et c'est le manque débarrassé de sa dimension de souffrance. Mais par exemple, c'est le manque moteur. Moi, je trouve que le mot aspiration, qu'on utilise beaucoup, je trouve qu'il colle très très bien. Il colle très très bien. Après avoir sublimé et transcendé, transmuté même. Transmuté. Donc le mouvement reste le même. Tout à fait.
Mais c'est la nature de ce mouvement qui change complètement. Voilà. Elle est plus tournée vers une satisfaction de quelque chose de personnel. C'est plus une nécessité immédiate, c'est plus de venir effectivement calmer ce qui est insupportable. C'est que tu peux différer. Il y a un objectif devant toi vers lequel tu vas progressivement, mais il y a un horizon. Et cet horizon, tu tends vers. Voilà. Mais en paix, plus générateur quelque chose qui ne vient pas t'agiter, même s'il y a une motivation très forte. Mais tu sors de la zone de souffrance. Et voilà, la différence, elle est énorme. Voilà. Donc, François Xavier, je te laisse la parole par rapport aux manifestations. À propos des manifestations du manque. Ouais. Alors, j'ai un manque d'informations par rapport à la personne qui rejoint ce dimanche 2 avril à midi. Savoir, enfin, qu'est-ce qui fait sa présence sur le manque aujourd'hui? Je vous invite à vous présenter comme ont fait les personnes précédentes. Et comme je me rassure, j'étais à l'heure. C'est-à-dire que je suis parti de chez moi, j'étais arrivé pour venir à 10h ici. Sauf qu'il y a eu le marathon de Paris. Malheureux. Marathon de Paris, d'accord. Donc impossible, j'ai essayé toutes les... Clément, approche-toi si tu veux bien, comme ça les participants pourront en ligne Merci. Puis moi, profiter de tes interventions. Clément. Oui, Merci. le manque, c'est un sujet qui me parle, puisque j'ai jamais ressenti autant de solitude depuis que je vis dans l'appart de Paris. J'avais jamais ressenti ça en logement social. Vous avez entendu en ligne, c'est bon? Non? Alors, Clément nous dit qu'il n'a jamais autant ressenti de solitude depuis qu'il est dans un appartement à Paris. Et pour toi, la solitude et le manque sont manque de liens sociaux, de... Manque de liens... je pense qu'avant, on ne s'en rend pas compte. Enfin, moi, je ne m'en rendais pas compte puisque je jouais aux étudiants, je jouais des petites pièces dans Paris. Donc, pour moi, j'avais pas... Peut-être que c'est bizarre parce qu'avant, je ne sentais pas le manque. Je sais que c'était pas un confort, j'avais pas le confort, mais j'avais pas le manque. Alors que là, j'ai le confort, mais j'ai le manque. Ok, ça va. Je dispose de combien de temps? Alors, tu disposes de... Je sais pas exactement... c'est moi le garant. Moi, j'ai un peu du temps. Mettre du temps. Nous, on est en manque de votre première intervention déjà. Oui. T'as 20 minutes? 20 minutes? Ouais, 20 minutes. C'est beaucoup, je vous remercie. Je peux te donner 15 si tu veux. Non, ça va. Vas-y, tu le fais comme tu veux. T'achètes, allez, c'est parti. Ouais. Ben, je vous remercie, Clément. Je ne sais pas si je dois remercier le Marathon de Paris du fait de la coïncidence avec le fait que votre présentation, ce que vous appelez le manque, me permet de continuer à travailler. Je me présente 2 minutes, François-Xavier Coll, psychologue, double formation psychanalytique, systémique, le travail sur l'individu psychanalytique, systémique, plus le groupe, la famille, les parents, le transgénérationnel, voilà, et je fais des bons entre tout ça. Accessoirement, oui, j'ai un grand intérêt pour le bouddhisme. Et je suis écrit de l'influence ici. Alors, je vais revenir à un niveau pragmatique. C'est pour ça que j'aime bien la manière dont vous vous êtes présenté, c'est-à-dire que quand j'ai ce type d'intervention à faire, a priori, je commence par aller au sens littéral. Alors d'abord, je laisse faire, ça c'est l'approche psychanalytique, c'est je laisse faire un certain nombre d'associations libres, comme vous avez fait pendant la méditation, mais je le fais en silence. Qu'est-ce que ça m'évoque? Et ensuite, je vais voir le sens littéral. Alors, je suis allé voir la définition du mot manque. J'ai pour ça un outil familial
qui m'a été transmis par ma mère, professeur de lettres classiques. Quelque chose dont on ne parle plus, ça s'appelle un dictionnaire, et particulièrement le littré qui faisait référence pour les générations d'intellectuels, de philosophes, de psychos, etc., etc. Il se trouve que j'ai hérité de la version du littré de 1957. Alors, qu'est-ce que dit le littré, version 57? Manque, 2 points, absence, point, privation. Voilà la définition littérale du mot manque. Alors, c'est ce que nous explique Vincent, c'est-à-dire, ben oui, absence de relations, de personnes proches, d'accord, privation, l'appartement parisien, tout ça. Et c'est vraiment ça, le manque, en tout cas, tel qu'on nous le définit. Le problème que j'ai eu avec le littré, mais en même temps, en tant que systémicien, vous savez, quand on parle de problème d'une manière générale, en tant que systémicien, qu'est-ce qu'on dit? On dit il n'y a jamais de problème, il y a toujours une solution. Vous allez comprendre à partir de cet exemple qu'est-ce que je souhaite exprimer là. C'est-à-dire, une des particularités du littré, c'est pour ça qu'il y a énormément de place et que ça n'a plus beaucoup de succès, ce genre d'ouvrage, parce que ça fait, j'ai plus le nom, ça doit faire 10 ou 12 volumes épais comme ça, alors ça couvre une étagère. Hein. Mais l'intérêt, c'est qu'ils vont chercher dans la littérature un certain nombre d'exemples sur le manque. En général, à chaque définition, vous avez une demi-page d'exemples tirés chez Pascal, enfin tous les exemples de la littérature. Il y en a un, évidemment, que peut-être vous avez connu, je ne sais pas si on l'enseigne encore. Un seul être vous manque et la terre est dépeuplée. Je crois que c'est Lamartine ou Chateaubriand. C'est Lamartine, hein, c'est ça. Un seul être vous manque et l'univers vous paraît dépeuplé. Et comme je vous l'ai expliqué en introduction très rapidement, mon premier job de psycho m'a conduit à travailler avec des toxicomanes. Alors évidemment, déformé par cette expérience professionnelle, je me suis étonné de ne pas trouver dans cette kyriade de citations diverses et variées ce que vous avez immédiatement représenté, Marie-Noël, comme le manque du toxicomane. Dans les premiers moments de nos échanges, c'est ce que vous avez évoqué. Hein. Et je vous en remercie, car le manque du toxicomane et le toxicomane, c'est vraiment la représentation totémique du manque. Le toxicomane, quand je dis toxicomane, je préfère maintenant le terme de sujet addict ou de relation addictive, car pour moi, n'est pas toxicomane qui veut, hein. Hein? C'est un boulot, hein? Tout à fait. Hein? Ah bah, tiens, je confirme, je le sois même. Merci. Et c'est devenu le sang, c'est devenu la figure mythique, l'usager de drogue par voie intraveineuse. Hein? Et en 1957, la notion du manque de drogue, la notion du manque chez le toxicomane n'existe pas. C'est une invention à partir des années 60-70 qui fait du manque l'élément central, perturbateur, intraitable du manque en général. Avec notre pensée occidentale et notre dualité de la pensée, le manque va être clivé, le manque physique et le manque psychique. À partir de ces deux critères,
le manque physique, les effets physiques, les effets psychiques, il va y avoir toute une description par le corps pharmaceutique et l'industrie des médicaments, la classification de ce qu'on suppose être des drogues. Alors on nous apprenait en psychologie très rapidement, mais vous avez dû apprendre ça en médecine, enfin ceux qui ont fait de la médecine, ceux qui ont été un peu en psychologie, qui ont fait de l'infirmerie, etc., toutes ces choses-là, que c'était relié au concept, ça a été évoqué, vous l'avez évoqué à un moment donné, l'accoutumance et la tolérance, d'accord ? Plus on consomme, plus on a besoin de quantité pour satisfaire cette sensation à rechercher, comme vous l'avez très bien expliqué tous les deux, c'est-à-dire l'état antérieur d'un plaisir alors à l'enfance, à l'adolescence, etc., ou intra-utérin, ou avant, dans les mémoires familiales, au niveau transgénérationnel. Je vous laisse encore. Comment ? Ou même encore avant, peut-être. Oui, ou même encore avant. Non, Je pense qu'il y a une dimension karmique, mais ça, vous êtes mieux placé que moi pour en parler. Et une classification des drogues sur dépendance physique, dépendance psychique, sur des critères qui sont purement idéologiques, qui sont une construction, qui n'ont rien à voir avec la science. Je vais faire de la politique. Oui. Ce concept de manque, c'est une rente de milliards de dollars pour l'industrie pharmaceutique qui passe son temps à inventer des médicaments susceptibles de ne provoquer aucun effet de dépendance. C'est le mythe. Il faut lutter contre la dépendance. Le problème que j'ai rencontré, qui m'a mis en crise en tant qu'individu, c'est que ça, c'est venu maintenir toujours dans cette conception duelle la logique de soins, de prise en charge, je n'aime pas trop ce terme, d'accompagnement, enfin mettez ce que vous voulez, soit l'abstinence, sevrage. Avec cette injonction ou cette espèce de pseudo-confort des soignants de l'époque, à savoir la contamination par la prise en charge de l'alcoolique, tant qu'il n'a pas touché le fond, alors il ne peut pas formuler une demande au sens thérapeutique, analytique du terme. J'aimerais qu'on fasse une méditation, si c'est possible, dans les temps de méditation, qui soit une méditation de silence, ne serait-ce qu'une minute, sur tous les morts par overdose, par sida, par règlement de compte, j'en passe et des pires, que cette logique de la pensée duelle dans la prise en charge, dans l'accompagnement de la souffrance a provoqué. On peut faire cette minute maintenant si vous le souhaitez, je vous laisse gardien du temps, si vous êtes le gardien du temps.
Je vous remercie pour ce partage compassionnel. Cette histoire m'a mise en crise. J'étais féru de psychanalyse, féru de Jacques Lacan. Je suis de cette génération qui a pu assister au séminaire de Jacques Lacan et des présentations de malades de Jacques Lacan. Mon modèle psychanalytique, en travaillant avec des usagers de drogue par voie intraveineuse, me permettait d'élaborer des stratégies et des tactiques et des théories des vraies usines à gaz. Oui, mais ça ne marchait pas dans le contrat thérapeutique avec des usagers de drogue par voie intraveineuse qui sont dans l'illégalité. Tout usager, même expérimental, de quelque substance que ce soit, est un délinquant, et ce n'est pas n'importe quelle matière juridique, on est dans l'ordre du pénal, d'accord? Et les toxicomanes continuant à aller de plus en plus mal, n'étant pas dans une logique de pouvoir répondre à une demande au sens classique, venir régulièrement, respecter les temps de rendez-vous, payer les séances, toutes ces choses-là, fait qu'il y a eu une espèce de bagarre entre les accros à la dépendance psychique, les experts du manque psychique, et un certain nombre de psychanalystes se sont engouffrés dans cette faille et en ont fait un fonds de commerce. C'est une affaire vraiment pour moi. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu évidemment en face les pharmacocrates qui disaient que le manque c'est une affaire physique. Ça a créé une identité, un stéréotype du toxicomane impossible à traiter et à accueillir dans les institutions. Oui, le manque, il va nous faire la crise de manque. Oui, quand ils sont en manque d'opiacés, d'héroïne, c'est la principale substance qui provoque j'ai envie de dire, ces délires scientifiques et idéologiques. Cette bagarre a fait que, on a continué, maintenu le sujet désigné toxicomane dans une logique de bouc émissaire. À l'époque, comme le gauchiste et comme l'immigré. Les trois figures bouc émissaires de la société des années 70, c'est le drogué, l'immigré et le gauchiste. Voire l'homosexuel. Hein? Voire l'homosexuel, que tu peux aussi... Après, dans les années 80... Alors qu'il lui était souvent drogué. Non, mais c'est vrai, avec l'arrivée des années SIDA, ça a été... Et gauchiste. Voilà. Non, mais je suis sérieux en disant ça. Parce que vraiment, dans les années 80, c'est devenu... Ça a pris la place des trois fléaux précédents, qui étaient la tuberculose, Merci. l'alcoolisme et le troisième. Et les maladies vénériennes, c'était la syphilis. Oui. Merci. Tuberculose, syphilis, alcoolisme. Merci. Oui, ça nous permet d'aborder alors je ne sais pas si c'est dans le thème de la journée, mais c'est les logiques de contamination. C'est-à-dire que bien évidemment, tout le système social politique a été contaminé par ça. J'en reviens à il me reste 5 minutes. Oui. 5 minutes. 7 minutes. 8 minutes. 7 minutes, merci. En même temps, ça m'a mis en crise dans la mesure où je me suis rendu compte que le modèle analytique ne fonctionnait pas, d'accord. Je peux parler de moi rapidement. Moi, j'avais 16 ans en 1968, j'étais dans les rues, etc., etc. J'allais à l'Odéon, je découvrais quelque chose de fantastique. Quand ça commençait à cogner, je me défilais parce que j'avais déjà conscience à 16 ans que aucune idée ne méritait de se faire amputer, de mourir, et que je serais rapidement dans les victimes oubliées. Donc, j'avais quelques réflexes de survie de cancer. Mais la sortie de 68, c'était les idéologies, soit effectivement de la Révolution. J'ai trop vu de manipulation dans ces moments.
Et évidemment, c'était le voyage. Hein. 3 continents, les beatniks, les routards, l'Afrique, l'Inde, l'Amérique latine. Personnellement, j'ai eu la chance d'être de cette génération, de pouvoir faire du stop à la porte d'Orléans pour aller à Katmandou. C'est pour ça que je suis ému par cette atmosphère, dans la mesure où j'ai rencontré, et j'avais déjà des envies de bouddhisme, et j'ai pu, tous les soirs à Katmandou, j'étais avec les lamas, les Tibétains, à faire des rituels, et j'ai adoré. J'ai failli rester à Katmandou. Je ne me droguais pas. Mais j'ai vu beaucoup de mes congénères y aller et dans la logique de l'héroïne et du voyage, etc. Alors j'avais cette espèce de réserve possible par rapport à ces discours psychanalytiques, ces prises en charge et cette construction du drogué totémique et du manque fondamental. Ça m'a obligé à faire un peu un travail sur moi, mais enfin, ça, comme vous l'avez souligné tout à l'heure tous les deux, c'est jusqu'au bout le travail sur soi. Alors, je suis revenu à c'est quoi le manque fondamental, et je terminerai là-dessus. Le manque fondamental, c'est quoi le manque fondamental? Le manque d'affection. Comment? Manque d'affection, manque d'amour. Plus simple. Manque de... L'expert. De bonheur. L'expert. Le bonheur... C'est trop compliqué. Bon, je vais le moment parce qu'on commence à avoir faim. Allez. Le manque fondamental, c'est celui qui nous conduit à un changement d'état irrémédiable, c'est ce qu'on appelle la mort vulgairement. Hein. Le souffle, l'air. Le manque d'air crée le plus ou moins rapidement, mais enfin bon, c'est moins d'1 heure, manquer d'air, au sens concret du terme, provoque la mort. Le deuxième élément fondamental. D'accord, le manque létal, quoi. Hein? Le manque létal. Le manque qui peut te faire mourir. Non. Oui, le manque, c'est-à-dire les effets de manque qui sont radicaux. Ce qui permet après de relativiser aussi quelque part Merci. Tous les autres manques. Merci. Alors, après l'air à hier, de quoi la privation nous conduit irrémédiablement à des états proches et jusqu'à la mort physique? C'est un élément. Allez, je vous aider. L'eau, merci. Les éléments fondamentaux, l'air, le premier souffle, d'accord? Quand on est naïf, le chapeau au thé, c'est le souffle qui indique qu'on est en vie et on rend notre dernier souffle, d'accord? Quand on entame une grève de la faim, l'élément indispensable pour pouvoir prolonger la grève de la faim, c'est l'eau de la vie. Alors vient ensuite la nourriture. Encore que Alexandre David Néel raconte dans ses voyages au Tibet, particulièrement au Sikkim et à Lhasa, avoir rencontré des yogis qui pouvaient tout à fait se passer de nourriture, d'eau, et raconte des choses assez incroyables, il faut reconnaître, tout en disant avec prudence que peut-être, bon, elle est restée relativement rationnelle sur ses affaires. Mais elle évoque même, je crois, le récit d'un yogi qui se serait fait enterrer vivant plusieurs mois, 3-4 mois, et qu'on aurait ressorti indemne au bout de 3-4 mois, et que pendant qu'il était en dessous, donc sans air, sans eau, dans l'obscurité, sans nourriture, il y a des graines, il y a du blé ou du maïs qui a poussé, et il était dans un état... C'est-à-dire que
je vous invite à ne pas essayer. Hein. D'accord. Que dire d'autre? J'en ai plein sous la semelle, évidemment, vous en doutez. Je suis très intéressé par comment il y a un vide dans le mouvement psychanalytique et chez les fils de Freud sur quand même l'addiction fondamentale à la cocaïne, au cigare et au pouvoir. Je vais arrêter là. Je vous remercie. Aborder des sujets qui fâchent. Non. Il nous reste quelques minutes, une dizaine de minutes avant qu'on aille déjeuner. Est-ce que vous avez des remarques avant qu'on fasse une mini-synthèse pour voir un petit peu ce qu'il peut y avoir déjà de similaire un petit peu dans les diverses présentations, parce que on voit tant du côté de tes vignettes cliniques que de ton approche avec des personnes addictes. On voit que par rapport à ce que moi j'ai proposé, moi je suis un peu dans le côté, c'est la genèse en fait, de quelque chose qui, s'il exprimait à une forme que tu dis totémique, devient une addiction très forte. On en revient à ce que tu si je peux me Ouais. permettre, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est content. Et ce qui est extrêmement, qui est la clé pour quelqu'un qui est, je parle de mon cas, mais enfin voilà, pour quelqu'un qui est dans cette addiction, je veux dire, qui est irrépressible et tout, quand on souvent sans s'en rendre compte, on finit par s'identifier à ce modèle de manque, de personne en manque, je suis en manque. Et la clé en or, effectivement, elle est quand au début, même une fraction de seconde, tu reconnais qu'à un moment, tu n'es pas en manque. Tu n'es pas un bloc de manque. Et ça, c'est fondamental. En tout cas, moi, ça l'a été dans mon parcours. Et ça nécessite, même pas toi, tu l'as présenté, dans l'idéal, dans un calme mental qui te permet de l'observer et de l'imprimer profondément, mais même déjà à des niveaux bien plus basiques et sans être dans un environnement de calme mental, le simple fait de constater que pendant quelques secondes, on est décalé, et il y a quelques secondes où tu peux te dire, bon, je vais être très cash, comme ça. Si je parle de moi, c'est parce que voilà, c'est ce que je connais, mais pour en venir à l'addiction aux produits en intraveineuse, il y a quelque chose qui s'est mis en place pour moi, je ne sais pas comment, mais ce qui a été vraiment, c'est juste avant de me faire un shoot, tout simplement. C'est de faire un arrêt sur image, sur la seringue, la cuillère, tout ça, juste quelques secondes, même si je me faisais le shoot après, mais ça cassait l'impulsion et tout. Alors j'ai continué, mais ce moment-là, après, il a pris une ampleur, il a diffusé, je ne sais pas si c'est le terme que tu employais pendant l'invitation, mais effectivement, il est extrêmement important. Et je pense que ce moment-là, moi je l'ai parlé dans le cas de ce type d'addiction, mais je pense qu'il est valable pour la cigarette, je pense qu'il est valable pour tous les moments. Quand on commence à s'observer en manque, et qu'on peut constater que non, là, pendant quelques fractions de secondes, c'est comme pour la douleur, quoi. C'est vraiment cet interstice. Et à partir de cet interstice, on peut se détacher d'identification à un bloc permanent dans le temps installé. Je suis tout le temps, je suis né en manque, je le saurai jusqu'à... Pour aller dans votre sens, c'est pour ça que je trouvais important de faire la dissociation entre l'aspect subjectif du manque et l'aspect objectif. L'aspect objectif, le manque d'air, le manque d'eau. Voilà, bien sûr. Après, bon, ok, on peut mettre des aspects secondaires, la nourriture, la relation humaine, la sécurité, la sécurité, etc. C'est pour ça que important de relativiser son j'aime manque. bien la notion d'addiction, addictus, ça vient du latin addictus, qui signifiait donner son corps pour régler une dette. Voilà, on en revient à la dette aussi. Addictus, c'est-à-dire comment on devient à la fois son maître et son esclave, et comment on devient esclave de soi-même. Et qu'est-ce qu'on découvre dans la société moderne et contemporaine dans laquelle on est, c'est que tout, et là on revient sur la définition psychanalytique de l'objet, tout objet
personne, comportement, activité est susceptible d'être pris dans une logique addictive. Le jeu, le sexe, l'alcool, le tabac, les médicaments, ok, on est d'accord. Le sport, le couple, la famille, pouvoir. Le pouvoir, bien sûr, mais c'est L'argent, le statut. Merci, toutes ces choses-là. C'est pour ça que je préfère cette question de parler du sujet addict, dans la mesure où il sous-entend que tout est susceptible d'être objet de dépendance et renvoie effectivement à la question fondamentale qui est que, Eric l'a évoqué, on est des mammifères, on est NAIT dépendant. Et la dépendance est la condition de l'existence humaine. Et simultanément, on est pris dans ce mouvement permanent qui est la permanence de l'impermanence, à savoir renoncer à la dépendance et en même temps renoncer à l'autonomie. Un de mes maîtres à penser, Grégory Bateson, qui a été un des pionniers de la pensée écologique, disait, il était très influencé par le bouddhisme, il était aussi très proche de la pratique du zen et aux États-Unis, c'était un penseur en Californie, c'était le petit-fils de Gregory Mendel, qui a inventé une des lois fondamentales de la génétique. Et il disait, il a écrit, renonce à ton autonomie comme à ta dépendance. Ça va? Eric, est-ce que tu veux... Oui, mais je veux rebondir par rapport à ce qu'a dit Alain, par rapport à l'identification. C'est-à-dire qu'en fait, tu laisses entendre qu'une voie de dégagement, c'est de te rendre compte que tu es identifié à ça. Alors, je suis un toxicomane, et ça permet en fait une création d'espace. C'est quelque chose de beaucoup plus vaste. Et tu n'es pas que ça. Et à partir du moment où tu as cette prise de conscience que tu es beaucoup plus que cette identification-là, déjà, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et puis déjà, voilà. Tu fais une fêlure dans ce bloc monumental. Il y a un processus tu te décolles et tu te dégages de ce dans quoi tu étais enfermé. Et c'est le début, si tu veux, de la libération. Le début, bien sûr, là, c'est très très intéressant. C'est ça. Parce que cette sensation-là, elle est, je veux dire, elle est dans tout ce que vous avez dit depuis ce matin. Moi, je trouve que justement, quand tu as parlé des 12 liens, moi j'aime bien les appeler les 12 liens d'interdépendance, parce que c'est vrai aussi, parce que la production conditionnée nous soustrait, mais justement les 12 liens d'interdépendance disent bien quelque part ce qu'il veut dire, quoi. Et effectivement, c'est le début du chemin, parce qu'il arrive un moment où aussi tu te rends compte que tu es accro à la sensation que procure la dépendance. C'est même plus un objet extérieur dont tout le monde parlait, etc. C'est à l'intérieur, on est accro à la sensation, quoi, et c'est même ça qu'on provoque, quoi, je veux dire. S'il n'y avait pas de sensation, tu ne prendrais pas la... C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que c'était déjà présent, mais c'était plus simple, quelque part, d'être dans la dualité abstinence, je prends, j'arrête. Sauf que je prends, j'arrête, ça marche pendant un certain temps, sur certains objets. Quand on arrive, par exemple, à une dépendance à un outil comme l'informatique, il faut arriver à ce qu'on appelle un usage raisonné. Et là, moi, ça m'a permis de prendre conscience qu'effectivement, il y a quelque chose qui coinçait, parce que je voyais à l'œuvre les mêmes mécanismes que pour des produits comme l'héroïne, le tabac, vous voulez, tout ce que vous avez décrit, alors que ça n'avait plus la même pertinence. Et après, il arrive un moment où on doit s'interroger intérieurement sur les raisons pour lesquelles, clairement, il arrive un moment où on déclenche ce système-là. Et c'est vraiment parce qu'on est accro à la sensation d'être en manque. La sensation était déjà là tout le temps, mais on se trempait en l'attribuant à un objet, pour reprendre dont on magnifie les mérites, l'alcool qui va tout m'arrêter, la musique qui va tout m'arrêter, etc. Non, on se plante, effectivement, je ne sais plus qui c'est qui a dit ça,
on se gourre. Enfin, ça a marché au moins globalement pendant 2-3 ans, on va pouvoir être abstinent. On va substituer une addiction à une autre, mais c'est vrai qu'il arrive un moment où c'est entre soi et soi. Le dénominateur commun, c'est quand même le rapport qu'on a à nos sensations. À la sensation. À la sensation, en l'occurrence, puisqu'on parle de ça, à la sensation de manque et surtout, quelque part, quelque chose, je vais l'exprimer comme j'avais pu l'exprimer à une époque, quand j'étais abstinent, c'était l'adrénaline. Enfin, et on dit souvent, ça manque l'adrénaline de tout ce qu'on mettait en mouvement, justement, pour obtenir l'objet de... Et quelque part, c'est ça qui est révélateur c'est qu'il arrive à un moment, ça c'est comme un mouvement, je veux dire, on essaie d'arrêter un bateau, il continue, il y a l'air, ça continue sur son air. Voilà. Et ça, c'est un peu l'air du manque, c'est-à-dire que après, c'est cette sensation-là qu'on veut obtenir, parce que ça nous fait monter d'un degré, quoi, je veux dire, et c'est perturbant quand même. Mais je pense qu'on va pas tarder. Oui, excusez-moi, Dernière intervention, oui. non, mais peut-être il y a d'autres personnes Oui, qui veulent j'ai intervenir. Parce que je voudrais vous proposer une hypothèse, sinon après, sauf si vous... je pense qu'il y a tellement de Voilà, personnes qui moi, ont des choses à dire. Moi, j'ai arrêté la cigarette. Bravo. Non, mais il y a 20 ans. Ah bah, C'est pas grave, c'est toujours. bravo. Vous avez remplacé par quoi? La question. Pas rien du tout, en fait. Vous avez réussi? Euh, Non, mais c'est... je pense que... Je respecte, hein, Bien sûr, non. dans la mesure, ça a aussi induit des logiques, c'est-à-dire soit la logique de la substitution, vous connaissez bien, ou la logique de la maintenance. Substitution, eh ben, plutôt que d'être accro à l'héroïne, on va vous rendre accro à la méthadone. La méthadone, c'est un substrat qui a fait débat, pareil, pour ou contre la méthadone. Enfin, français classique, pour, contre. Non, donner de la drogue aux drogués, vous y pensez pas. Oui, il faut soigner les drogués. Bon, vous connaissez, comme pour tout, c'est comme les retraites, c'est comme la voiture, c'est comme tout ça. Bon, non. Mais, c'est-à-dire, soit on substitue, on trouve un substitut, un objet de substitution, soit on trouve un objet de maintenance, c'est-à-dire plutôt que la cigarette dans les bureaux de tabac, les nicopril, les nicotines, machin. Je pense qu'on va pas tarder à... Juste, alors, hypothèse. Est-ce que vous acceptez cette hypothèse qui est que les crises de manque dites physiques, elles sont d'autant plus manifestes quand le produit est à proximité, juste à l'abord d'une pharmacie, à l'abord du dispensaire, chez le médecin généraliste qui va prescrire. On appelle le craving maintenant, quoi, voilà. Non, c'est le craving, ça n'a... Enfin, c'est différent. Mais est-ce que, dans ma pratique, encore une fois, la proximité possible, la proximité des produits, c'est possible. Voilà. C'est clair, Sauf que, il y a une notion de vous proximité. voyez la subversion de la pensée, de la logique, c'est-à-dire le toxicomane en manque, il est dangereux. Ah, bah ça, bien sûr. Et tout le monde s'en méfiait. Et c'est-à-dire, vous voyez comment on crée des identités factices sur cette question qui serait uniquement l'aspect physique et cette dualité entre le physique et le psychique contre lequel je me bats pour respecter cette globalité. Et je remercie tout ce qui se passe autour du bouddhisme et de l'Orient, etc., où la complexité, elle va de soi. Et l'individu isolé n'existe